Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une transaction d'1 milliard d'euros en bitcoins par un anonyme. C'est n'importe quoi ce truc. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est le principe de fonctionnement de la crypto-monnaie. Bon, enfin, c'est bidon. Quoi. Non, c'est pas bidon, regarde, c'est l'argent de demain. Moi, j'ai un porte-monnaie, regarde, en bitcoin, j'ai 6 euros dessus. T'as ça en bitcoin, toi? Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi, regarde, le Beercoin, regarde, en Beercoin, ici. Après, tu as le Piggycoin et mon préféré, regarde, c'est le Duckcoin. Regarde ce que j'ai mis de côté. Ouais, mais tu peux pas l'utiliser, c'est bien ce que je dis. Excusez-moi messieurs, il va falloir que je vous encaisse. Ah pardon, excusez-moi patron, je vous avais pas reconnu. Et là, la serveuse, elle lui dit pardon, patron, quoi. Non, mais c'était le patron du bar. Mais c'est pas que ça. C'est aussi le patron de la ville, parce que j'ai appris que la station-service, c'est à lui. La supérette, c'est à lui. Le nettoyage à sec aussi, c'est à lui. Et même le sex shop. Non, mais là, je vous parle d'un ami de 20 ans. Hein. 20 ans. Bonjour et bienvenue sur Sword. Salut Ed. Salut Emilius, tu vas bien? Ça va tout le monde? Alors, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler crypto-monnaie. Voilà, un petit sujet que beaucoup de gens s'intéressent mais sans vraiment trop y comprendre, quoi que ce soit. Ouais, disons qu'il y a beaucoup de choses qui est dit à droite, à gauche. Très peu de technique, il faut être honnête. Beaucoup de financiers et surtout mal perçus par le grand public et souvent perçus comme étant une arnaque. Voilà, donc pour cette émission, ce qu'on va faire, on va vous présenter qu'est-ce que la crypto-monnaie. Ensuite, on verra à quoi ça sert, comment on s'en sert, où on l'utilise, etc. On verra aussi, comme c'est Sword, l'aspect hardware, sur quelle technologie ça repose, comment ça fonctionne globalement. Oui, quel est le principe de fonctionnement au niveau matériel, puisque c'est le sujet de nos émissions, c'est principalement ce qui nous entoure au niveau matériel. Voilà. Et puis on finira par savoir la pérennité de cette technologie. Est-ce que ça a de l'avenir? Est-ce que c'est un phénomène de mode? Voilà, on conclura sur cette partie-là. Alors pour le début, je vais te donner la parole pour savoir qu'est-ce que la crypto-monnaie. Oh là là, c'est une catastrophe mon ami. Alors la crypto-monnaie, en fait, c'est une autre vision de la monnaie comme on la connaît. Au début, on avait donc la cueillette, l'échange, un caillou contre une vache et une cerise contre 3 moutons. Et puis, il a été nécessaire de trouver des solutions intermédiaires pour pouvoir favoriser et faciliter les échanges. Bon, alors bien sûr, celui qui émet la monnaie a le pouvoir. Aujourd'hui, on va dire que nos gouvernements émettent la monnaie et donc par conséquent permettent au peuple de pouvoir avoir des relations commerciales au niveau national, international, local, enfin ce que vous voulez. La crypto-monnaie, c'est la vision moderne de la partie échange, on va dire, en utilisant des appareils comme les smartphones. Voilà. Qui deviennent nos porte-monnaies. À la place de pièces sonnantes et trébuchantes ou de billets en papier qu'on a oublié dans la machine à laver dans le pantalon. Alors gouvernement, tu parlais des gouvernements, j'ai envie de te dire c'est presque ancien. C'est aujourd'hui les banques qui ont carrément plus le pouvoir sur la monnaie, de ce qu'on dit. Oui, tout à fait. Alors bon, on parle de gouvernement pour faire simple, mais c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus sophistiqué. Les gouvernements sont un peu plus tenus par les couilles parce que en fait, la Banque centrale européenne va elle avoir le droit d'émettre la monnaie, et ensuite elle va louer d'une certaine manière aux différents États. Alors cette crypto-monnaie, on parle souvent de monnaie libre, on parle qu'on ne passe plus par un tiers pour faire des opérations. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette notion de libre? Alors c'est simple, en fait on décentralise la génération de monnaie, la création de la monnaie, on décentralise la gestion de la monnaie et surtout le fait de pouvoir réguler ou pas l'ensemble de tout ce qui est financier sur la crypto-monnaie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais être grossier juste pour la forme. Une banque peut fabriquer autant d'argent qu'elle veut. Nous, en tant que petits épargnants, épargnés, non pas trop, on ne va pas pouvoir maîtriser du tout quel est le volume d'argent qui est injecté dans l'ensemble de l'économie. Et on va se retrouver avec des phénomènes où on va se dire, mince, c'est bizarre. Les prix augmentent alors qu'en fait c'est la monnaie qui ne vaut plus grand chose. Dans le cas de la crypto-monnaie, l'ensemble est décentralisé, c'est un système informatisé qui fonctionne
complètement en dehors d'une régulation humaine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher. Ouais. Dans le principe, il n'y a pas un humain qui va dire oh, je me remets une petite écriture comptable, là, vite fait, là, et puis je vais m'arranger et puis arranger mes amis. Dans le principe, on ne peut pas faire ça dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, elle est là justement pour être honnête et complètement ouverte au niveau de la lecture de toutes les écritures comptables qui sont inscrites sur ce qu'on appellera la blockchain, qu'on verra tout à l'heure. Alors pour faire simple, en gros, là dans une banque, on ne peut pas avoir l'ensemble des transactions de tous les comptes, c'est Non. pas possible. On alors ne que peut sur pas la y accéder. crypto-monnaie, on peut voir l'ensemble des transactions. Exactement. Même si on n'a pas le nom du propriétaire du porte-monnaie, on n'a pas le nom lié à l'équivalent d'un IBAN, c'est-à-dire d'un compte bancaire, on peut lire intégralement en temps réel tout ce qui s'y passe. Donc on sait tout ce qui se passe dans sa banque. Voilà, s'il se passe quelque chose de pas clair, c'est visible de suite, quoi. D'accord, donc ça c'est quand même intéressant. Alors, d'où ça vient cette crypto-monnaie? D'où est l'origine? Alors on connaît le Bitcoin, on verra tout à l'heure qu'il y a plusieurs crypto-monnaies, je crois qu'il y en a plus de 1500. Il y en a beaucoup. Ouais. Vraiment. Et donc, alors c'est apparu quand? Qui a créé la crypto-monnaie? Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail, il y a plein de petites vidéos sympas, notamment une qui s'appelle Bitcoin and Friends, qui doit être à son épisode 3, là, qu'on peut trouver en libre lecture sur Internet. En gros, un certain Satoshi Nakamoto, donc quelqu'un, ou une machine, ou un extraterrestre, ou peut-être un groupe de personnes, on ne sait pas. Enfin, non. Voilà, Satoshi Nakamoto serait à l'origine en 2009 de la création du Bitcoin. Là, ici. Hein. Donc, il aurait lancé donc, cette notion de crypto-monnaie, donc de monnaie électronique en peer-to-peer, c'est-à-dire de pair à pair, en décentralisant donc, l'ensemble de la création de cette monnaie électronique. Alors ça servait à quoi au départ? Pourquoi créer une monnaie, une crypto-monnaie? Est-ce qu'il y avait une idéologie derrière? Il faut savoir qu'en termes de transactions, à chaque fois que des humains font quelque chose, ils prennent un petit quelque chose. Donc si je t'envoie de l'argent avec une banque conventionnelle, la banque va prendre des frais. Hein. Dans le principe de la crypto-monnaie, déjà ça va être quasiment instantané. Et au niveau des frais, ça va être ou inexistant ou très réduit. Donc c'est quand même appréciable parce que quand il s'agit de faire des micro-paiements, alors nous à notre niveau le micro-paiement on s'en occupe pas trop, mais il est évident qu'il y a des communautés, il y a des pays, il y a des raisons pour lesquelles s'envoyer 1 centime d'euro ou 2 a une réalité. Hein, à notre niveau on s'en fout complètement, mais il peut y avoir des populations où l'équivalent de cette valeur-là est nécessairement monnaie courante, c'est le cas de le dire. Et que malheureusement, tu ne peux pas envoyer 2 centimes à ton voisin si la banque elle te prend 1 euro de frais au passage. C'est juste pas possible. Hein. D'accord, donc ça ne fonctionne pas pour ce type de monnaie. D'ailleurs, on en reparlera plus tard sur la conclusion. Donc qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit alors ça sert à quoi cette monnaie? Comment on l'utilise? Où on l'utilise? Est-ce que ça reste dans un monde virtuel? Est-ce que ça peut être utilisé dans le réel? Comment ça fonctionne cette monnaie? Alors bon. Après, au niveau du langage courant, on va appeler ça une monnaie pour le moment. Donc, c'est une monnaie qu'on peut utiliser au même titre que toutes les monnaies, c'est-à-dire que tant qu'il y a 2 personnes qui sont d'accord pour s'en servir, pour échanger, pour avoir un service ou un bien en échange d'une certaine valeur en crypto-monnaie, il n'y a aucun problème pour que ça fonctionne. Et le seul support qu'on ait, en fait, c'est un support électronique, c'est-à-dire que ça va fonctionner en utilisant le réseau Internet. Hein. Donc là, en l'occurrence, j'ai montré un smartphone, mais ça peut être un PC, ça peut être n'importe quoi. Vas-y, je t'en prie, continue. Vas-y, serre-toi, vas-y. Donc, c'est sur le support donc, électronique qu'on appelle Internet, donc comme je disais à l'instant, tout le monde peut s'en servir, tout le monde peut s'en servir à faire ce qu'il veut. On peut très bien, aujourd'hui, dans certaines boutiques en ligne, même en France, hein, acheter directement en Bitcoin. D'accord. On peut très bien utiliser le Bitcoin donc, comme étant une monnaie. on a un porte-monnaie électronique. C'est ça, exactement, un porte-monnaie dans le téléphone. Et quand on va par exemple sur un site marchand ou même dans une boutique, hein, il existe des boutiques qui font même bureau de change parfois et qui vous permettent d'échanger la monnaie courante, des boutiques physiques qui vous permettent d'échanger la monnaie courante en euros, éventuellement dollars si le mec il veut vraiment fouiller le truc, contre des bitcoins ou autres crypto-monnaies. Hein. Le plus courant, bien sûr, dans le grand public, c'est le bitcoin. Alors, on est d'accord que ça c'est du plastique. Ça n'existe pas. Alors, c'est du plastique et ça n'existe pas. En fait, dans la crypto-monnaie, tout est fait par ordinateur. Voilà, il n'y a pas de pièces frappées. Donc ça, c'est déjà une première différence avec c'est ça. la finance classique. Par rapport à la finance classique, il n'y a pas de matérialisation de la monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émission de billets, il n'y a pas d'émission de pièces, il n'y a pas d'émission de chèques. Enfin, il n'y a rien du tout en termes de support, on va dire, tangible. Hein. Ce n'est que l'électronique et il ne se passe absolument rien d'autre.
Donc ce ne sont que des écritures qui se passent sur Internet dans le réseau Bitcoin. Je parle du Bitcoin, mais Bitcoin c'est pareil. Hein. Alors, j'imagine que cette monnaie, elle a une valeur. Alors pourquoi elle prend de la valeur à un moment? Qu'est-ce qui définit la valeur d'une monnaie? Eh bien, de la même manière que si on échange un caillou contre une vache, on va dire que le cours de la vache, c'est un caillou. Mais s'il n'y a pas beaucoup de vaches et que tout le monde s'intéresse à la vache, peut-être que le cours va monter à 3 cailloux la vache. Alors, Bon. ouais. En fait, plus on est nombreux à vouloir croire en la valeur de quelque chose, et plus cette valeur va réellement prendre naissance et avoir réellement une valeur d'échange entre nous. Hein. D'accord. Alors la crypto-monnaie, c'est souvent la question qu'on pose, oui, c'est quelle valeur elle a, comment ça prend de la valeur. Alors typiquement, tu as un exemple que tu me donnais qui est assez intéressant. Bon, il y a toujours la partie de l'offre et de la demande, mais c'est surtout, tu me disais, voilà, un jour tu m'as pris un exemple, tu dis c'est simple, ici l'eau c'est gratuit, tu vas dans un bar, bonjour, je donne un petit verre d'eau, limite on te le file gratos. Par contre, dans d'autres endroits où c'est très très précieux, c'est monnayé. Tout à fait. Voilà. Donc, n'importe quoi peut avoir une valeur, tout dépend du contexte ou de C'est ça. l'intérêt qu'on y porte. Et qui est prêt à payer pour avoir? Alors, on crée une crypto-monnaie, le Bitcoin, et puis tout le monde s'y intéresse. Comment ça se passe? Alors non, tout le monde s'y intéresse pas vraiment. C'est apparu en 2009 de mémoire. Moi, je m'y intéresse depuis 2013, donc 4 ans plus tard, ça fait déjà 6 ans. Ça a beaucoup évolué depuis que j'ai suivi le truc. Au début, les gens ont commencé à s'y intéresser, surtout pour faire des transactions dites anonymes. Hein, il faudra savoir après que en fait, la transaction Bitcoin n'est pas du tout anonyme, mais elle est traçable. Par contre, elle n'est pas nominative. Hein. Il y a une différence entre l'anonymat et le fait d'avoir une transaction nominative. C'est quoi la différence en gros? L'anonymat, ça veut dire que… Là, entre nous, si moi je te donne un chèque, dessus il y a mon nom et dessus il y a le tien. Et nécessairement, on est obligé de passer par un intermédiaire dit de confiance qu'on appelle la banque. Dans le cas du Bitcoin, de la crypto-monnaie de manière générale, je vais te transmettre donc des fonds d'une adresse à moi à une adresse à toi. Mais à aucun moment il y a marqué c'est l'adresse à Milius ou il y a qu'un moment c'est l'adresse à Ed. D'accord. Tu vois, donc ce n'est pas nominatif. Ce n'est pas anonyme vraiment non plus puisque, comme on le disait tout à l'heure, on peut suivre la traçabilité de toutes les transactions sur les réseaux des crypto-monnaies, hein, donc sur le réseau Bitcoin puisqu'on parle du Bitcoin, et on peut très bien savoir que l'adresse bidule chose a envoyé à l'adresse truc machin chouette une transaction de tant de bidule coin. Hein. Mais il n'y a pas marqué notre nom. D'accord. Donc c'est un peu comme les comptes suisses, c'est un numéro. C'est ça, c'est un numéro. Je ne suis pas un numéro, je suis un… Un homme libre. Un homme libre. Dans ces crypto-monnaies, on voit un peu comment ça fonctionne. Alors, on a des monnaies, on sait à peu près que c'est numérique, qu'elle prend de la valeur en fonction de l'intérêt qu'on lui porte. Est-ce qu'il y a des monnaies qui vont avoir un lien, une corrélation avec le réel? Typiquement, je te dis un truc bidon, si tu achètes un Bitcoin, si tu prends un Bitcoin, tu as fait pousser un arbre. Ma connaissance, non. Non, il n'y a pas de monnaie qui appâte en disant que ça a un impact dans le réel. Il n'y a pas des… Parce qu'il y a plein de… Alors, derrière une crypto-monnaie, ce n'est pas que de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui proposent des projets sur les avancées et technologiques et sociales et humanitaires, enfin plein de choses, de manière à pouvoir faire en quelque sorte un attrait sur cette crypto-monnaie, de manière après à pouvoir appeler des investisseurs qui, eux, vont apporter des fonds réels en compensation et qui va permettre ainsi de pouvoir donner une valeur intrinsèque à une monnaie. Hein, il est évident que, je rappelle, ça c'est toujours un bout de plastique, hein, ça vaut que dalle. On achète ça pour 5 € les 100 chez les Chinois, là, mais ce n'est que du plastique. Si maintenant vous proposez un projet avec de l'aide humanitaire, informatisé, un truc distant, des opérations, enfin des machins, ce que vous voulez au niveau médical, alors ça peut amener à attirer du monde au niveau financier pour dire ah oui, ça c'est un projet qui est intéressant, il y a une évolution, il y a quelque chose de bien d'apporter, ça peut valoir le coup de s'intéresser donc à générer cette monnaie et lui donner une parité avec le dollar, l'euro, n'importe quoi, et surtout d'inciter du monde à faire tourner des machines pour les transactions. C'est important, on en parlera tout à l'heure. J'ai vu aussi, je crois que c'était une marque de fast-food, je ne sais pas si c'est pas Burger King ou quoi, c'est Burger King, qui avait tenté des choses. Alors je ne sais pas où ça en est parce que je suis là, ça de loin. Mais est-ce que toi, et tu puis te souviens de cette histoire ? Burger King en Russie apparemment acceptait d'être payé en
peut-être en bitcoin, je n'ai pas suivi trop le détail non plus, pour D'accord. pouvoir acheter des hamburgers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un bitcoin, ça vaut pas loin de 7 500 €. Ouais. Alors, ou tu as beaucoup d'hamburgers. Tu peux fileter. Tiens, prends, c'est cadeau. Alors, ou tu as beaucoup d'hamburgers, ou tu donnes pas grand-chose en bitcoin pour avoir un hamburger. Bon, aujourd'hui, le bitcoin en soi, pour payer, ça devient compliqué parce que c'est trop cher. Oui, c'est le gros billet de 500 qui est C'est difficile ça. à Par contre, placer. pour faire des transferts, on va dire, intercontinents, c'est pratique. D'accord. J'imagine qu'il y a un ensemble de services qui sont dédiés, parce que comment tu te crées un compte de crypto-monnaie, ensuite est-ce que tu peux suivre des cours, les valeurs, etc. J'imagine qu'il y a des sites qui sont proposés pour ce genre d'informations. Et puis quand on veut échanger de l'argent avec une autre personne qui a une crypto-monnaie. Tout à fait. Ça Alors, se de la passe, même hein. manière que quand tu veux partir en vacances et tu vas par exemple aux États-Unis et tu as besoin d'échanger ta monnaie locale, hein, donc en l'occurrence chez nous de l'euro contre des dollars, tu as des bureaux de change. Hein. De la même manière, tu as la possibilité d'acheter des devises, hein, et puis après les échanger contre d'autres, faire ce qu'on appelle du trading. Il y a des plateformes pour ça. D'accord. Aujourd'hui, c'est relativement facile d'accès. Hein, c'est suffisamment démocratisé pour qu'en fouillant très peu, on arrive à acheter du bitcoin facilement, mais avec une carte bleue. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Hein. D'accord, ça s'intègre vraiment. Un coup de carte bleue sur une plateforme qui va bien, et tu te retrouves avec, toujours, je le disais, sur le téléphone, sur ton porte-monnaie électronique, tu te retrouves avec du bitcoin sur ton porte-monnaie, mais comme qui rigole, quoi. D'accord. Bon, par contre, comme tout ce qui touche à l'argent, forcément, il y a toujours des sites un peu frauduleux, et il y a toujours des trucs où il faut se méfier. Donc il faut bien se renseigner. Voilà, c'est comme un gamin de 2 ans, il ne va pas traverser la rue, il faut l'accompagner. Si quelqu'un autour de vous s'y connaît, demandez-lui, c'est plus simple. D'accord. Donc sur la partie financière, parce que nous on va après rentrer dans la partie hardware, ma question c'était, il y a beaucoup de crypto-monnaies, j'ai cru lire qu'il y en avait à peu près plus de 1500. Est-ce qu'on peut s'échanger du machin monnaie avec un truc bidule coin, etc. Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Alors, ça peut avoir un intérêt si, par exemple, tu veux acheter chez un marchand. Imaginons que tu veux acheter un truc chez un marchand, sauf que le marchand, il ne prend pas le bitcoin. Voilà. Et il prend, je ne sais pas moi, il prend du piggycoin. Voilà. OK? Mais je n'ai pas de piggycoin. Ah. Par contre, la plateforme sur laquelle j'échange mes euros, hein, donc en carte bleue contre du bitcoin, elle ne fait pas le piggycoin. Donc, une fois que tu as tes bitcoins sur ton porte-monnaie, tu peux aller sur une autre plateforme de change, hein, une plateforme de trading généralement, qui va te permettre au cours du moment, c'est même pas au jour, hein, parce que c'est à la minute, un truc il est hyper dynamique. Je crois que c'est une monnaie la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui fluctue très vite. Oui, ça fluctue très très vite. Qui va te permettre d'échanger tes morceaux de bitcoin contre des morceaux de piggycoin. Et après, une fois que tu as alimenté ton porte-monnaie en piggycoin, tu peux aller chez ton marchand qui accepte le piggycoin, de la même manière qu'imaginons que tu partes à l'île Maurice et que le petit marchand du coin, il ne prend pas les euros, il ne prend pas les dollars, il veut de la roupie mauricienne, tu vas dans un bureau de change, tu fais ce qu'il faut et puis tu t'en sors très bien. Hein. D'accord. Ma dernière question, c'était, je l'ai oublié. Déjà, une dernière question, ah bon? Non, une dernière question sur cette partie, qu'est-ce que la crypto-monnaie? Ma question, c'était, je l'ai oublié, on reviendra plutôt dessus. Alors, on va voir plutôt comment ça marche, comment ça fonctionne techniquement, cette crypto-monnaie. Alors, ça marche, j'imagine, sur Internet, donc sur des ordinateurs, mais concrètement, qu'est-ce qui repose là-dessus? Alors, on va commencer par le début, c'est j'ai de la crypto-monnaie, j'ai besoin d'un portefeuille, je crée un portefeuille, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ton portefeuille va générer 2 clés en termes de cryptologie, 2 clés, une clé publique et une clé privée. La clé privée, c'est la clé qui te permet d'accéder à ton porte-monnaie. La clé publique, c'est celle que tu vas transmettre aux gens autour de toi qui vont avoir l'équivalent de ton IBAN et qui vont pouvoir t'envoyer des fonds sur ce numéro de clé publique. Alors ces clés publiques, ces clés privées, c'est une notion qui existe déjà en cryptographie. Hein, quand on veut crypter de données, on utilise la notion de clé privée et de clé publique. Donc la clé publique, c'est une clé qu'on peut distribuer à tous les gens avec qui on va vouloir échanger n'importe quoi. Mais cette clé va permettre aux gens de communiquer avec vous en cryptant les informations. Ouais. Et votre clé privée va permettre de décrypter ce paquet que vous recevez. Et donc la crypto-monnaie, pour faire l'analogie avec le portefeuille, eh bien cette clé publique qui a la même fonction que cette clé privée, pour que ça soit plus compréhensible, parce qu'on est dans le cryptage, mais en termes d'utilisation, c'est ce que tu disais. La clé publique, c'est mon compte IBAN, c'est-à-dire que je donne cette clé publique pour qu'on me donne,
Voilà, donne pour de qu'on puisse l'argent, t'envoyer quelque chose. envoyer de l'argent. Mhm. La clé privée, elle nous permet de gérer mon porte-monnaie. Et cette clé privée, elle doit être absolument conservée. Alors là, on fait du très générique, hein. On Ouais. parle que d'argent, mais la crypto-monnaie, c'est beaucoup plus sophistiqué que Oui, ça on aujourd'hui. verra plus loin. Oui. C'est peut-être le sujet d'une autre émission, si vraiment il y a des fous furieux qui veulent savoir comment ça fonctionne, le détail derrière. On se résume à simplement une transaction, je te donne des sous, tu m'envoies des sous, tout ça, juste en manière électronique. On ne va pas rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain et tout ce qui est derrière la technologie d'origine du Bitcoin, hein. Donc, crypto-monnaie, on a bien compris que c'était de l'argent, c'était de la monnaie, Mhm. qu'il n'y avait pas d'organisme tiers, c'est-à-dire que la banque, elle est visible par tout le monde. Enfin, C'est les ça. comptes, le livre des Le comptes grand est- livre comptable est accessible est- par tous. À tous. Ensuite, crypto, parce qu'il va falloir protéger. Parce que l'angoisse, ok, on a de l'argent, on peut échanger de l'argent, mais ce compte, ce portefeuille, quelle fiabilité il a, quelle solidité il a, pour rassurer là-dessus. Mais voilà, on a il mis en faut qu'il place toute faut une qu'il soit mécanique. protégé. Pour toute être une protégé, c'est simple, on ne va pas avoir un coffre, on ne va pas avoir un camion blindé de la Brinks, hein, on ne va pas jouer à la Casa del Papel. Il y a tout un système informatique qui tourne derrière, hein, un truc complètement décentralisé, je le répète, c'est super important, qui va sécuriser tout ce qui est transaction, tout ce qui est sauvegarde, tout ce qui est conservation des données, de la monnaie, des porte-monnaies, de tout ce qui se passe en fait, de manière à ce qu'il n'y ait aucun moyen de tricher, ou très peu de moyens de tricher, et qu'on assure une pérennité, mais vraiment une pérennité, hein. L'objectif, c'est que tu avais de la crypto-monnaie en 2009, aujourd'hui tu te réveilles, tu fais « Oh, j'ai de la crypto-monnaie, pim pam poum, c'est bon, quoi, tu l'as toujours, hein. Donc il faut pour ça avoir de la sécurité, de la sûreté au niveau des transactions et surtout au niveau de la conservation des données. Voilà. Alors c'est tellement sécurisé que typiquement quand vous créez un portefeuille, vous avez cette fameuse clé publique que vous allez partager pour réceptionner des transactions. Et cette clé privée, qui est très importante, qui permettra vous de faire d'autres opérations, notamment de transférer cet argent les transformer en euros, en monnaie classique. Et alors cette clé privée, il ne faut absolument pas la perdre, parce que Non. si vous perdez cette clé privée, c'est fini, c'est incassable, entre guillemets. Enfin, c'est très très difficile à casser. Si tu perds ta clé privée, tu as perdu l'accès à ton coffre dans la banque suisse et personne ne pourra t'en donner une autre. Voilà, cette clé, on ne peut pas la refabriquer, c'est pas possible. Voilà, c'est même c'est cette- pas parce que oui, mais c'était moi, rappelez-vous, je suis venu avec ma mère. Non, l'ordinateur, il s'en fout, hein. C'est des systèmes en fait qu'on appelle des chiffrements asynchrones, c'est-à-dire que la clé publique a un algorithme mathématique qui permet de faire toute une opération mathématique pour crypter l'information. Ouais. Et cette information, quand on l'a, c'est-à-dire que là on pourrait afficher une illustration sur clé publique, clé privée, pardon. Voilà, donc on va la basculer en plein écran. Donc voici. Alors, on voit ici qu'on a une valeur numérique, on s'en fout, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. On va imaginer que c'est une somme de Bitcoin. On a 123 € et on ne veut pas que ça soit visible qu'on va envoyer 123 €. Donc, on va le crypter avec une clé publique et on va obtenir un chiffre qui est 15 130. Pardon. Ah mince, je suis passé de 123 € à 15 130. Il faut Bravo comprendre, faire. voilà. Alors, ça ne correspond pas à la valeur, hein. C'est juste la version cryptée de 123. Alors, ce 123, en fait, il a subi une opération arithmétique complexe qui lui donne une valeur différente de sa valeur d'origine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut connaître l'opération arithmétique qui va permettre de transférer ce 123 en 15 130, mais par contre, c'est très difficile de comprendre De faire le chemin inverse. la mécanique inverse. Et ça, c'est très intéressant et on va s'apercevoir que chaque chiffre ici a une valeur unique et qu'il n'y a pas forcément de corrélation. Par exemple, si j'ai mis 124, j'aurais pas 15 131. Ça va être un chiffre, C'est ça peut être 45 000. beaucoup plus fort qu'Enigma, attention. Ah oui, oui. Il n'y a pas de corrélation entre la cryptage. Donc, Il n'y a pas de corrélation directe, on va dire que si j'ai mis 12 à ce moment-là, ça veut dire que c'est 151 et que 3, ça donne 30. Hein. c'est pour ça. C'est pour ça que si on n'a que ça et qu'on n'a pas de clé privée, on ne peut pas retrouver la valeur d'origine. Exactement. Ça veut dire qu'on ne peut pas réaccéder à nos comptes. Voilà. Voilà, c'est dit, monsieur. Et bien comme ça, c'est fait. Eh ben voilà. Et il faut être clair dans la vie. Alors, concrètement, j'ai mon portefeuille, j'ai un copain, je veux lui envoyer de l'argent, je crée une transaction. Qu'est-ce qui Alors. se passe sur le réseau? Qu'est-ce qui se passe sur le réseau?
La transaction, elle est transmise aux différents nœuds, c'est-à-dire l'ensemble des machines qui ont autorité pour pouvoir recevoir des transactions et les vérifier. Alors, qu'est-ce que c'est ces machines? Concrètement, on va dire que simplement, ce sont des PC. Hein. À la base, tu prends un ordinateur, tout ça fait simple. On verra après le matériel, ça a changé beaucoup. Hein. Qui, lui, fait tourner un logiciel. Le logiciel Bitcoin, Bitcoin Core en l'occurrence. On parlera toujours du Bitcoin, ce sera plus simple. Donc, il y a quand même un logiciel centralisé, enfin plusieurs logiciels. Alors, Ouais. il y a un logiciel commun à tous, qui va permettre de communiquer, un peu comme quand tu fais du téléchargement. Hein. Il y a des nœuds. Il y a des paires et l'ensemble de ces paires ont accès à la distribution du contenu de la blockchain. Là, en l'occurrence, on ne va pas s'échanger des films ou n'importe quoi. On va accéder à la blockchain en ayant, avec son porte-monnaie, la possibilité de discuter avec l'ensemble des autres porte-monnaies distants en passant par cet intermédiaire-là et l'ensemble des nœuds qui sont sécurisés par des machines qui vont crypter les transactions. D'accord. Donc en gros, ce que tu m'expliques, si on veut simplifier, c'est qu'il existe des espèces de serveurs, par exemple de multimédia, de films. C'est ça. Donc ça, c'est des serveurs, ils sont dupliqués, c'est ça? Ils contiennent la même information ou c'est des informations? Oui, dans le principe de la décentralisation, c'est que tout le monde a la même blockchain, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et que tout le monde partage le même grand livre commun de la comptabilité de la monnaie en question. La même bibliothèque de films, etc. Voilà, c'est le principe Donc, du grosso modo, peer-to-peer. Hein. Il y a ces nœuds, donc c'est ces fameux serveurs qui Mhm. contiennent, alors la blockchain, pour faire simple pour l'instant, la blockchain c'est le grand livre comptable. Voilà, c'est un C'est ce collier de perles avec Voilà. plein de perles. Voilà. C'est ce qui contient l'ensemble des transactions qui sont réalisées depuis le début d'une monnaie. Voilà, donc là, bon, imaginons, je veux t'envoyer des sous, j'ai ta clé publique, donc avec mon smartphone ou mon ordinateur, je vais dire au réseau, voilà, je vais envoyer avec l'autorité qui est la mienne par rapport au fait que je suis propriétaire de ma clé privée, qui me permet donc d'ouvrir mon porte-monnaie et d'aller envoyer quelque chose. Et grâce à l'ensemble du réseau, la transaction va être présentée, vérifiée, cryptée, exécutée, enregistrée. D'accord. Et pour ça, il y a tout ce qu'on appelle un système dit de minage. Hein, c'est pour faire référence au process de grattage de la terre pour aller chercher des pièces d'or ou de n'importe quoi. Donc le principe du minage est exécuté par des machines qui, elles, sont là pour crypter. Et la notion de minage, elle est là pour la rémunération de ces fameuses machines. C'est-à-dire que les mineurs, eux, qui travaillent, ils ont droit à une compensation financière dans la crypto-monnaie, en l'occurrence le Bitcoin dans notre exemple, et pour avoir participé au cryptage et à la transmission de la transaction, vont recevoir un milli-Bitcoin, un truc, un machin comme ça. Quoi. D'accord. Donc, je réalise une transaction, je t'envoie de l'argent par exemple, je t'envoie 2 bitcoins. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, 2 bitcoins, c'est ça. Donc ça, on écrit une transaction. Cette transaction est écrite directement dans le livre comptable. Comment ça Pas se du passe? tout. On la propose, l'ensemble des nœuds, on la propose au réseau en disant voilà, je veux envoyer ça. D'accord. Et l'ensemble des nœuds va vérifier que c'est faisable déjà. Parce que si tu n'as pas d'argent et que tu as triché, bah, le machin va faire dans le grand livre comptable et il n'y a pas. C'est pas possible. Donc c'est important que le grand livre comptable, la blockchain, soit bien sécurisé de manière à ce que tout le monde n'écrive pas n'importe quoi dedans. Donc là, au moment où tu dis au réseau, je veux envoyer un morceau de paiement à mon copain à côté qui a tel numéro de compte, c'est proposé au réseau, le réseau va vérifier que c'est faisable, l'ensemble des crypto-mineurs, c'est-à-dire les machines qui sont là pour crypter les transactions, vont avoir validé la transaction. Une fois que c'est validé, c'est inscrit par celui qui a l'autorité, donc au hasard, d'écrire sur la blockchain et c'est accepté par l'ensemble de tous les nœuds. D'accord. C'est-à-dire que c'est un peu tiré au hasard. Hein. Le fait de miner, c'est un peu d'être tiré au hasard pour avoir autorité de faire une écriture dans le journal comptable. Hein. Et en échange, ça, on touche quelque chose, c'est encore mieux. Donc moi, je voudrais détailler un peu cette blockchain, qui est tout simplement une base de données. On va voir, déjà, on va partir d'un exemple simple. Ceux qui ont fait de la programmation à mon époque, dans les années 90. 1890. 1890. On avait cette folie de créer des agendas. Ouais. Alors plutôt, on va nous montrer la liste chaînée plutôt que la blockchain, pour commencer. Merci. Alors, une liste chaînée, eh bien, juste pour continuer sur la discussion, on avait des petits programmes, on voulait faire des agendas. Donc un agenda, c'est
l'inscription de coordonnées des personnes qu'on connaît. Voilà, Donc, c'est nos le nom, amis prénom, et etc. avoir. Voilà. Et alors ces données, pour les structurer, il y avait plusieurs manières de le faire. On sauvegardait des fichiers un peu lourds sur le disque dur, ou on avait des structures qui s'appelaient les listes chaînées. Enfin, disque dur à l'époque c'était disquette. Hein. Voilà, les disquettes. Les listes chaînées, c'est le principe, c'est d'avoir une structure dans laquelle on va définir des champs, donc nom, prénom, adresse, etc. Et cette structure, on peut l'inscrire. Voilà, cette structure, ça peut être un bloc, comme ici, comme c'est défini ici. Et ce bloc, une fois qu'on a créé une entrée, on peut en créer plusieurs. Tu vois la boîte avec les petits cartons dedans? Voilà, C'est ça. la boîte avec les petits cartons, c'est les petits blocs. Ça. Voilà, sauf que numériquement, ça se présente comme ça. Et surtout, ces blocs, ils sont liés entre eux. C'est-à-dire que quand on est sur le bloc 2, par exemple, on peut facilement remonter sur le bloc 1 et parcourir cette liste très facilement. Voilà, ils sont liés, ils ne sont pas mis comme ça au pif, en vrac. Non, c'est pas, on ne crée pas un fichier pour chaque contact. Ouais. On a vraiment une structure, comme une mini base de données, qui permet de chaîner un ensemble de fiches et après permet des manipulations comme ordonner par nom, par âge et quoi que ce soit. Tout à fait, et faire des tris sélectifs par rapport à ce que tu recherches. Donc, eh bien, la blockchain, si on passe sur la blockchain, ça a repris cette idée-là. On s'est dit, bah, tiens, on va chaîner un peu toutes les ensembles de transactions dans différents blocs, mais avec une particularité supplémentaire. Parce que ici, il n'est pas question de manipuler cette chaîne comme on veut. Ah, c'est sûr que tu ne vas pas sortir ton crayon ou ta gomme à papier et tu vas mettre un peu ta sauce. Ici, on va créer des fiches, effectivement, qui ne sont pas des fiches d'agenda, mais des fiches de transactions. C'est ça. Et sur ces transactions, eh bien, on va calculer, on va encrypter cette transaction de manière à la sécuriser. Alors, de quelle manière à la sécuriser? C'est assez simple. Dans la mesure, pareil, avec des clés privées, des clés publiques, on va faire des manipulations là-dessus. Donc, c'est-à-dire que quand on met une transaction, donc voilà, je te file 2 bitcoins, il y a un ensemble de systèmes qui le prennent en charge, et cette transaction, elle est validée. Une fois qu'elle est validée, on dit on peut l'inscrire dans la blockchain, donc dans le livre comptable. Cette transaction, elle n'a pas raison, à ce moment-là, d'être modifiée ou changée. Je t'ai donné 2 bitcoins, ça a été validé parce que j'ai l'argent sur mon compte. C'est inscrit dans le livre comptable. C'est inscrit, c'est gravé dans la pierre. Voilà, donc c'est le principe de graver dans la C'est pierre. pas Alors, de quand la c'est pierre, gravé dans mais- la pierre, ça se passe de cette manière. On fait ce qu'on appelle, on ne sauvegarde pas une transaction par bloc. En fait, on récupère un ensemble de transactions. C'est ça, on va valider une flopée de transactions qu'on va inscrire dans un bloc. On va inscrire dans une page, je crois à la base. C'est ça. Ici, on va simplifier à une simple page, un bloc, une page. Et toutes ces transactions, elles représentent des valeurs, des données, des numéros de compte, etc., des heures, des lieux, peu importe. Voilà. Et toutes ces données, comme c'est du numérique, ça correspond à une valeur numérique. Et cette valeur numérique, on va la crypter. Voilà. Et en la cryptant, on va produire un identifiant unique qui s'appelle le ID hash, Une clé de hachage. une clé de hachage. Et cette clé de hachage, elle va être le point de liaison entre chaque bloc. Alors, si on regarde sur le schéma ici, on voit que le bloc 2, il est chaîné sur le bloc 1 parce qu'au début de sa page, il a une information sur l'ID du bloc précédent. Grosso modo, ils sont liés par les blocs. Donc, on voit que le bloc 2, en début, quand on voit le haut de la page, on voit qu'effectivement, l'ID pointe sur le premier bloc. Voilà, il a pour index d'entrée l'index de sortie du bloc précédent. Voilà. Et le bloc 2, c'est pareil, il pointe. Et le bloc 3, alors c'est remontant en fait. Il n'y a qu'une connexion en remontant. On part du dernier bloc pour remonter au premier. C'est ça, puisque le premier bloc il est inscrit à vie, le deuxième ainsi de suite. Voilà. Alors, l'avantage que ça a, c'est que si on modifie quelques données de transaction à la mano, on se dit tiens, je vais ouvrir le fichier, je vais essayer de faire mon... Tu peux tout à fait t'amuser à modifier le fichier. L'impact que ça a, c'est que ça va modifier l'ID Voilà. de hachage, la clé de hachage du bloc. Et si cette clé, elle est modifiée, eh bien, il n'y a plus de liaison avec le bloc précédent. C'est-à-dire que ce bloc n'existe plus. Exactement. Donc, il y a rupture de la chaîne. C'est-à-dire que l'avantage à crypter de cette manière les blocs et de produire une clé de hachage garantit que si jamais on modifie le contenu, S'il y a Eh bien, tricherie, ça apparaît. voilà, ça apparaît. Ça apparaît il y a une rupture dans la chaîne. ça bloque la transmission. Et par exemple, si tu as triché sur le bloc 1 et que l'on va arriver au bloc 4, à aucun moment tu pourras prétendre d'avoir toi 4 bitcoins à la place des 2 que tu as reçus pour ensuite aller les dépenser alors qu'en fait tu les avais pas, quoi. Voilà. Et alors, ça c'est intéressant, ça permet d'avoir une intégrité des données. C'est ça. Voilà, C'est et non falsifiable. enfin, c'est ça qui est rigolo, c'est enfin de l'argent honnête. C'est le fin de la fin.
Et alors, la chose qui est sympa, c'est qu'on ne sait pas combien tu as sur ton compte. Et pour savoir combien tu as sur ton compte, il faut partir du nouveau bloc, enfin le bloc le plus récent, et remonter tous les blocs Oui, 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 tout à fait, qui permettent de donner permettent l'historique. de l'historique des ensembles de transactions que vous avez réalisées. Et là, c'est- pour les c'est- banquiers qui sont très, 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 très curieux, l'origine des fonds. Voilà. Et l'origine des fonds, généralement, c'est le minage. Ce n'est pas un truc qu'on a inventé comme ça. Tous les bitcoins sont nés d'un minage à un moment donné. Après, ils ont vécu leur vie, ils ont été découpés, recollés, machin, bidule, peu importe, mais ils ont tous une origine. Et là, on peut la tracer. Donc voilà, l'intérêt c'est que, alors du coup, voilà, on n'a pas un compte avec une valeur numérique. C'est ça. On est obligé de reparcourir l'ensemble de la blockchain pour définir combien tu as. Et à ce moment-là, quand on a déduit ce que tu avais sur ton compte, on peut valider, oui, il a effectivement 2 bitcoins, je peux valider C'est cette ça. transaction. C'est ça, tout Voilà. à fait. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la quantité disponible, puisqu'elle est validée par vérification sur l'ensemble de toutes les transactions antérieures. Donc ça, c'est pour la partie blockchain. Cette blockchain, aujourd'hui, pour les bitcoins, je crois qu'elle pèse au moins 180 gigas. Ouais, on n'est pas loin de ça. 180 gigas. Donc il y a d'autres solutions. On n'est pas obligé de se palucher ça sur son ordinateur. On peut très bien accéder à des porte-monnaies sur le téléphone qui sont beaucoup plus légers. On peut très bien accéder à des porte-monnaies sur le web. Éventuellement sauvegarder dans un coin ce qu'on appelle un paper wallet, c'est-à-dire l'ensemble des clés imprimées sur une feuille de papier. Alors il ne faut pas perdre la feuille de papier, Non. sinon tu perds tes clés. Mais dans l'absolu, si tu veux faire tourner un nœud, peu importe, tu es obligé de te taper la blockchain qui fait pas loin de 180 gigas. Ouais. Alors moi, j'ai 2 questions sur cette crypto-monnaie. Est-ce qu'on peut fabriquer autant de bitcoins qu'on veut? Non, le code du Bitcoin est bloqué à 21 millions d'unités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en générer plus. Dans le programme du Bitcoin, il a été décidé de faire 21 millions de pièces, point, pas une de plus, pas une de moins. Donc on n'est pas dans la monnaie classique où on peut fabriquer de l'argent quand on en a besoin. Non. Donc il n'y a pas on d'évaluation. ne peut pas réinjecter comme ça, à tire-larigot, comme on a envie, pour dire bah, tiens, on manque un peu de liquidité, vas-y, on voit 2-3 Et ça, millions c'est- là. Et ça, c'est toutes les crypto-monnaies qui sont comme ça? La plupart. Ah, il y a des crypto-monnaies où on peut rajouter des... Il y a plein de choses, si tu veux, dans le monde de la crypto-monnaie. Il y a à boire et à manger. On va dire que les plus sérieuses, elles sont bloquées. D'accord. On ne peut pas s'amuser à générer Et la tout n'importe question, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint le 21 millions de Non. bitcoins? Bah, déjà, nous, on sera morts, parce qu'on n'est pas supposé le D'accord. voir avant 2120, 30 ou Ah 40, oui, je sais d'accord. pas. Oui, Donc nous, techniquement, on sera morts. Maintenant, l'avantage de faire cette émission, c'est qu'on vise la pérennité. Donc peut-être toi, qui est né en 2127, tu nous regardes aujourd'hui, et tu te dis, c'est vrai, c'est intéressant, mon grand-père m'avait parlé d'un truc là. Bon, eh bien, arrivé à la dernière émission du Bitcoin, les mineurs, qui eux seront là pour vérifier les transactions, qui font tourner des machines, on en parlera vite fait tout à l'heure après, n'auront plus de rémunération là-dessus. Donc ils ne pourront toucher de l'argent que sur les frais de transaction. Or, ça pose un problème parce que les frais de transaction, on l'a vu, l'idée de la crypto-monnaie, c'était de faire des trucs qui coûtaient pas cher. Donc si tu bosses et que tu touches des cacahuètes, voilà. Mais je vous rappelle, les cacahuètes en question, ce sont des morceaux de Bitcoin. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'en 2140, le Bitcoin, il aura plusieurs centaines de millions d'euros. Peut-être. Peut-être, c'est une idée, extrapolation. Donc une poussière de plusieurs centaines de millions d'euros, ça fait quand même beaucoup d'argent. Alors autre chose aussi, la question que je me posais, voilà, j'ai ça comme bitcoin, mais je commence à être très vieux et la mort commence à frapper à ma porte. Donc forcément, Oh, bah non. si je meurs et si j'ai pas fourni ma clé privée, cet argent reste bloqué Dans la indéfiniment, chaîne, tout perdu. à fait. C'est perdu, oui, parce que personne n'a la capacité de retrouver l'accès à cette écriture qui permet de libérer ta crypto-monnaie qui est stockée dans la blockchain. Il est évident que si tu veux penser à transmettre quelque chose à tes enfants, imaginons que tu veuilles léguer quelque chose, il faut que tu sois vraiment clair dans ce que tu fais et que tu puisses transmettre au moins la clé privée et comment on s'en sert. Alors dernière question concernant la partie financière de la crypto, parce qu'on va rentrer dans le... L'argent, c'est ça. Oh là là, c'est ça, l'argent. Mais par contre, il y a une vraie question qu'on se pose parce qu'on parle de monnaie libre, tranquille, blablabla, mais il y a une fiscalité qui existe sur la crypto-monnaie quand même. On ne peut pas produire de l'argent. Il y a plein de choses qui existent. Alors moi, On va simplifier sur la France. Il existe. Alors donc, depuis le 11 juillet 2014, il y a une loi. Oh, c'est précis. Ah C'est ouais, précis. j'ai pris des notes, monsieur. J'ai pris Précis, des oui, notes. oui. Alors, il existe une façon de déclarer ses revenus en crypto-monnaie, c'est-à-dire que c'est
concrètement, c'est la monnaie qu'on a produite et qu'on a transformée en euros. Et bien ça, Oui, exactement. Il faut bien comprendre que tout ce qui est dans le réseau Bitcoin, c'est un peu comme si on parlait de ce qui se passe sur Mars. Je ne vois pas comment on peut faire une corrélation directe entre ton porte-monnaie d'argent martien et tes euros. Il n'y a qu'au moment où tu fais le change où on va te dire « Ah bah attends, tu as vendu 3 brousoufs et demi martiens et à la place, ça te fait 3 000 €. Bon, bah tu as fait un bénéfice ou… comment on appelle ça, les bénéfices non commerciaux. non commerciaux, hein. oui, tout à fait. Euh, Bah, ça, je et vais y par revenir. conséquent, tu vas être imposé par rapport à comment ça s'appelle, par rapport à la grille tarifaire fiscale, hein, et tu as donc tant de pourcentage à payer Et ben voilà, à pour ton percepteur. l'information, donc si vous faites ça de manière occasionnelle, donc vous rapatriez vos petits euros, vos petites crypto-monnaies en euros, eh bien il faudra déclarer ça sous forme de BNC, donc de Bénéfices non commerciaux. En revanche, si c'est devenu votre métier, vous êtes un… Voilà, imaginons que vous soyez un grand Manitou du Bitcoin et de ses amis et que vous produisez beaucoup, vous tradez beaucoup, vous faites beaucoup de volume d'argent et que vous vous retrouvez donc avec des grosses sommes qui donc apparaissent en euros. Vous risquez donc à ce moment-là d'être considéré comme étant un professionnel de la chose vous et d'entrer déclarez dans en BIC, voilà, c'est-à-dire les en bénéfices bits industriels et commerciaux. commerciaux et industriels, Ouais. exactement. Alors, il faut savoir aussi une Mais petite ça, info. cela ne nous regarde pas. Bah, non, hélas. Bon, Le million, je vais commencer, le je vais million. commencer à m'intéresser. J'ai quand même 5 bitcoins depuis Tiens, le début de ouais, l'émission. 6. Eh, 6. Allez, 6, Attention, soyons Je généreux. vais passer sur l'impôt à la fortune. Bah, tu sais, la valeur d'aujourd'hui, 7 500, si, ça fait 15 000, ça fait 45 000 balles. Ah ouais, 45 000 €. Monsieur vient de prendre 45 000 J'aurais € dû en une commencer. émission. C'était combien au Euh, début J'ai entendu passer il y a très En longtemps. 2011, on devait être certainement dans les 2-3 €. En avril 2013, on frôlait les 80 Pourquoi, €. pourquoi on prend conscience de ça seulement maintenant Mais parce que seulement maintenant, on est de plus en plus nombreux à s'y intéresser. J'aurais pu être riche. Mais Alors. tu es riche. Oui. Tu m'as à tes côtés, chérie. On vous a, c'est formidable. Oh, c'est magnifique, merci. Bon, passons complètement sur le mineur. Alors, le mineur, Ah. c'est une petite machine qui Enfin, on va parler de On quelque va chose parler d'intéressant. d'argent. Arrêtons de parler d'argent. Alors, ces petites bestioles, mais oui, mais c'est forcément… Là, tu viens de prendre une feuille de salade, fais gaffe. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc c'est un mineur, ça Ah, c'est un morceau de mineur, ouais, il est dépioté par rapport à sa boîte. Alors, parce moi, je vais que, faire une petite introduction sur les mineurs. Alors, les mineurs, ce sont des petites machines qu'on ne qui… se trompe pas, Mm. on parle de hardware Voilà, pas les petits enfants, pas ceux qui creusent dans les mines. non plus. Voilà. Et ça Alors, s'appelle des mineurs parce que justement, on a une corrélation avec l'idée de gratter la terre pour obtenir quelque chose. Alors, le mineur, c'est une architecture électronique avec des puces, des processeurs, des choses comme ça, qui vont avoir pour travail de calculer, justement, Selon un algorithme, selon un algorithme de cryptage, les fameuses transactions dont on parlait les tout à fameuses l'heure transactions pour pouvoir faire pour pouvoir les valider. les valider et les inscrire après en fonction du résultat avec l'idée de hachage dont on parlait tout à l'heure. Hein. Alors, techniquement, on peut miner avec n'importe quoi, du moment qu'on a une unité de Du calcul moment qu'il y a capable de le du faire. moment qu'il y a un bout de processeur, ça Donc, peut être un avec Raspberry, un ça peut être un CPU, téléphone, alors, n'importe quoi. Tout à fait. Donc, si vous avez un CPU, vous pouvez faire de la crypto-monnaie. Alors, le CPU, c'est quoi? C'est le microprocesseur qui est dans votre ordinateur individuel. Donc, votre Intel, votre Motorola, votre n'importe quoi. Il n'y a plus personne en Motorola. Hein. Non, il n'y a plus personne en Motorola. Mais j'aime bien faire… Tu as raison. Mhm. Si vous avez un VAX, Votre ARM. vous voilà. avez un VAX, sortez-le, vous ferez rien. Ensuite, on a d'autres unités de calcul qui sont aussi connues des gamers, puisqu'il s'agit, disons, j'ai du mal à parler, il s'agit des GPU. Voilà, Alors, GPU, les processeurs graphiques. les processeurs graphiques des cartes vidéo. Ensuite, il y a quelque chose de très à la mode aujourd'hui, ce sont les FPGA. Donc les FPGA, ce sont des puces programmables. Alors je dis FPGA, il y a plusieurs noms pour les puces programmables, mais disons que celle-ci est celle qui est plus dans l'air du temps. Le FPGA sont des puces qu'on peut programmer et donc leur affecter des tâches spécifiques. Et au-delà de ça, quand on sait vraiment ce qu'on veut faire, eh bien on peut produire des puces qui sont dédiées à des calculs bien spécifiques qu'on appelle les ASIC. Alors on va voir les différences un peu. Toi, tu as plusieurs modèles, je ne sais pas où tu as récupéré tout ce bazar. Oh, bah, j'ai fait les puces. Hein. Donc le GPU, c'est très bien, c'est le processeur de votre ordinateur, il est capable de faire beaucoup de choses puisque vous faites du Word, vous faites du Photoshop, vous regardez des films, vous faites de la musique. Un CPU, ça sait faire beaucoup de choses et ça permet d'orchestrer pas mal de puces autour de lui, sauf que c'est tellement polyvalent que ça ne peut pas être performant dans un domaine bien spécifique. À côté de là, C'est ça, un CPU, en fait, c'est un ingénieur. Le mec, il sait faire plein de choses, mais pas forcément très vite. c'est pas un expert. C'est pas un expert. Alors que après, le modèle au-dessus, le GPU, c'est plutôt l'ouvrier qualifié
qui sait faire beaucoup de choses dans un domaine bien précis, mais qui pourra, moyennant une formation, faire des trucs un peu plus sophistiqués ou différents, mais il ne sera jamais au niveau de l'ingénieur qui, lui, sera capable de pouvoir décider et faire d'autres choses. Donc le GPU, c'est une unité de calcul qui est dédiée à tout ce qui est... Donc une grosse carte graphique. Bon, celle-là, Voilà. elle est sérieusement modifiée pour son refroidissement, hein, mais c'est d'origine, ça s'appelle une R9 290 pour ceux que ça intéresse. Ah oui, mais c'est un AMD, c'est ça. C'est un processeur AMD. Donc une carte graphique qui a pour but donc, de faire des calculs très complexes en 3D pour calculer les lumières, la construction des objets, les rendus des objets, etc. Et ce sont souvent des milliers d'unités de calcul qui travaillent en parallèle. Ça veut dire qu'on peut donner plusieurs milliers de tâches. Plusieurs d'un milliers coup, d'ouvriers qualifiés. des ouvriers qualifiés qui travaillent sur cette machine et qui vont donc produire des calculs très très rapidement et qui vont dépasser même au-delà de ça les capacités d'un microprocesseur classique. Ensuite suit le FPGA. Le FPGA, ça a plusieurs formes. En général, c'est une unité qui est vide à la base, elle ne fait rien de particulier. Mais on peut la programmer, c'est-à-dire on va développer soi-même des combinaisons de portes logiques C'est ça. de manière à produire nos propres algorithmes et les plus optimisés que l'on puisse faire. Donc là, on a quelque chose qui commence à être très performant aussi. Et enfin, la ZIC, c'est carrément la puce. La puce Voilà. qui est gravée en dur Qui est gravée avec en dur, un avec- algorithme spécifique. Voilà. Alors, les avantages, bien Alors, évidemment... qui par contre, elle ne sait rien faire d'autre que de gratter par terre. Ah ouais, mais c'est tout ce qu'elle sait faire. elle sait faire Mais que elle le ça. fait bien. Et très très vite. Voilà, donc on a effectivement, plus on va faire quelque chose de spécifique et dédié, on va très vite, et on a beaucoup de puissance. Par contre, on va voir les inconvénients que ça peut avoir d'avoir quelque chose de rigide ou quelque chose de souple. On va regarder ça. Alors toi, tu vas nous présenter différents mineurs, voir la tête à quoi ça ressemble. Donc Oui. on avait déjà la carte vidéo. Oui, alors donc on l'avait dans les mains à l'instant là. Donc la carte vidéo Donc que ça, beaucoup de gens gamers, connaissent. ou de gens qui bricolent leur PC eux-mêmes. Bon, ça là, c'est une très grosse, une très lourde. Ça vaut 100 balles sur le bon coin. Voilà, ça n'a rien de particulier. On peut faire quelques algorithmes encore intéressants avec ce genre d'outils. Ça consomme un peu, hein, bien sûr, parce qu'après, il y a toujours la question de qu'est-ce que je mets comme puissance électrique pour obtenir quelle puissance informatique et surtout, est-ce que j'y trouve une rentabilité immédiate ou pérenne? Grosso modo, est-ce que je dépense plus d'électricité que je ne récupère Ouais, d'argent? c'est ça, c'est ça. C'est un peu. Bon, après, c'est un autre calcul, peu importe, Ouais. c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça, donc, on a vu, c'est une carte graphique. En ce qui concerne les ASIC, on en a sous diverses formes. Il faut savoir, tiens, juste pour le plaisir des yeux, caméra s'il vous plaît, voilà. Bah, c'est une alimentation. c'est Ouais, c'est une alimentation. Alors ça, c'est une boîte américaine qui s'appelait Butterfly Labs qui sortait ce genre de produit. Il faut savoir que ça là, ce truc-là, aujourd'hui, c'est pas un oignon, c'est pire qu'un oignon. C'est-à-dire que c'est même pas la peine d'essayer de le brancher, ça produira que dalle. Hein. Par contre, ce genre d'outil, en 2013, quand vous pouviez en avoir, parce que c'était pas facile à obtenir, ça vous générait un bitcoin tous les 2 mois. Donc un bitcoin tous les 2 mois, je vous laisse faire le calcul aujourd'hui si on devait avoir la valeur du bitcoin de maintenant à l'époque. Un bitcoin ça vaut 7500 €. Voilà, 7500 € en 2 mois, ça fait un petit revenu de 3700 C'est €. autonome, ça marche avec l'énergie solaire, il n'y a pas de branche, il n'y a pas de prise. Alors si, tu as comme sur les GPU, tu as 2 branches PCI Express Je là. l'ai pas vu. C'est le seul endroit où j'avais ma main. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc dedans, ce n'est rien de plus que ce genre de truc. Hein. D'accord. C'est-à-dire, encore une fois, un processeur, une carte, des gros radiateurs et un système de soufflerie pour refroidir l'ensemble. Hein. D'accord. Bon, Ok. ça fait du bruit ces bestioles? C'est une horreur. D'accord. C'est C'est des ventilateurs sur c'est une horreur. Mais il faut savoir que les Il y a Chinois... des petits trucs, c'est mignon, c'est quoi? Ouais, on va y venir. on va y venir tout de suite. Là, c'est vraiment sympa. C'est ça, voilà, celui-là, ordinateur. On dirait une clé USB. C'est une clé USB. En fait, ça s'appelle un bloc érupteur. C'est toujours pareil en 2013. Tiens, regarde. En 2013, ce genre de truc, voilà, la petite puce noire, c'est la ZIC, servait à miner du Bitcoin. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, ça, vous pouvez en faire un beau pendentif. Ah, c'est joli. mais j'aime Ou alors, vous éduquer avec. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre à faire différentes choses sur la blockchain en travaillant avec ce genre d'outils. Ça contient de quoi crypter et décrypter selon l'algorithme SHA 256. Donc ça vaut une trentaine d'euros sur le Bon Coin, sur eBay, peu importe. C'est pas mal pour apprendre, hein, mais pas pour gagner de l'argent, il faut oublier tout de suite. Alors ma question c'était, bon, peut-être on y verra après, je te laisse finir la présentation. Oui, des- donc des vite fait, là, bestioles. il y a plusieurs petits trucs, là, je les ai mis
sur la table pour que ça fasse joli. Hein. Ça fait un peu le trésor des pirates. Hein, l'idée était là. Ils sont des ventilateurs d'ordinateur. Donc ouais, c'est toujours pareil. Hein. Donc là, on voit ici, dans ce modèle-là, vous avez 5 ASIC qui sont montés sur la cellule. L'ensemble est quasiment autonome. Vous le branchez en USB sur un PC, vous l'alimentez, le truc il se refroidit. Ça, c'était bien intéressant, ça marchait pas mal. Ça, Après, il y a quelque chose différentes dedans, forces. C'est qu'un ventilateur, ça. Non, c'est ça dedans. Tu vois. Ah, d'accord. Tu vois. Voilà. Il y a différentes formes, hein. Après ça n'a pas trop d'importance. Il faut savoir comment c'est foutu dedans dans une carte un peu plus sophistiquée. Donc ça c'est une autre boîte américaine qui s'appelait Cointera, qui fabriquait des machines qui c'était pire que des Airbus qui décollaient, c'était une horreur. Mais une grosse légende au niveau du minage dans les années 2013-14. Quoi, hein. Très beau, hein. Donc voilà, oui, Ah, les geeks. ah, Très beau. disons que là tu mets ça comme ça dans ta chambre, ah t'as vu, j'ai de super cartes et tout, ah, génial, tiens. C'est le design aujourd'hui des puces. Ah oui, on a plein de. Ah, ça c'est des C'est trucs. quoi, c'est l'ASIC, ça, c'est ça? Ouais, les 4 processeurs, ce sont les ASIC. Après, il y a des modèles un peu plus récents. Ça, c'est sorti, je crois, l'année dernière ou un truc dans ce genre-là. Pareil, toujours le même principe. Hein, un petit ASIC qui est planqué dessous. Hein, le tout en USB. Un bout de logiciel qui tourne sur ton PC, Linux, Windows, ce que tu veux, peu importe. D'accord. Et tu vas aller gratouiller. Donc, tu as des machines qui sont autonomes et tu as des machines qui sont assistées, enfin, c'est-à-dire qui se branchent sur un. Alors, il y a des machines autonomes, il y a des machines assistées. Celle-là, là, par exemple. Ouais, on dirait un PC. Ouais, celle-là, elle est rigolote. Voilà, ça s'appelle un Prospero. Celle-là, elle a même. Peut-être Ah, pas. ça allume en plus. Ouais, celle-là, en fait, elle a une interface Android dedans. Ah, Vous classe. pouvez miner les copains et en plus jouer à Clash of Clans. Génial. Par contre, ça ne téléphone pas. Mais donc voilà, celle-là, elle est complètement autonome, elle est Wi-Fi, elle fait même. Alors, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'avec ce machin-là, on s'amusait à faire des passerelles Wi-Fi ok, qui minaient. C'est-à-dire que non seulement ça a une utilité publique, mais en plus de ça, ça fait des sous. Ça, et enfin, donc on a parlé donc, des ASIC, on a parlé des GPU, les CPU, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde s'en fout. Ça, c'est ce qui est un peu plus récent. Ça, c'est un FPGA, c'est-à-dire que c'est une grosse carte qui contient plein de modules programmables hardware. Il y a carrément des RAM dessus, je vois. Et il y a carrément des RAM dessus, de manière à ce que tu puisses embarquer dedans, au niveau de ton développement, quelque chose de très sophistiqué. Donc l'avantage ici d'un FPGA, c'est qu'effectivement, je vais te poser la question, je connais la réponse, mais c'est chaque mineur ne peut pas miner n'importe quelle monnaie. Non, en fonction de l'algorithme, il y a des machines qui seront spécialisées, qui seront capables de le faire ou pas. Un ASIC, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est gravé en dur. La puce qui est là-dedans, hein, la puce qui est là, elle ne sait faire que du SHA 256. Ce n'est pas la peine de lui demander un autre algorithme de cryptage. Donc, elle ne sait pas le faire. Donc si une monnaie ne repose pas sur ce cryptage, Exactement. on peut pas l'utiliser. Si tu veux faire du Litecoin, c'est une autre monnaie qui est bien connue aussi, elle utilise un autre algorithme qui s'appelle le script. Et du script, on va en trouver dans ces puces-là. D'accord. Bon, celles-là, elles sont un peu glislardes, c'est des puces bâtardes, elles font et le SHA et le script. Ouais, après tu peux avoir des ASIC qui Voilà, peuvent ça avoir par contre, plusieurs- ça par contre, ça c'est très joli, ça s'appelle Zeus, hein, il y a un dieu dedans. Et un dieu, il fait des éclairs et tout. Et lui ne sait faire que du script. Hein, c'est un algorithme Donc cette carte FPGA que tu viens de montrer, elle est plus utile, elle peut tenir plus Ah, longtemps dans la durée alors, ou pas du tout celle-là, au niveau pérennité, elle est quand même vachement plus poussée dans la mesure où elle est capable donc de faire tourner des algorithmes très sophistiqués puisqu'elle intègre de la mémoire, hein, ce qui lui permet de faire des tampons, des calculs, des différents machins trucs. Et surtout, elle contient beaucoup d'unités de calcul. D'accord. C'est-à-dire que Ça rejoint un peu le GPU. c'est au-dessus du GPU. Oui, ça, dans l'esprit. Ouais, dans l'esprit, parallélisme. voilà. Un GPU, comme on a vu l'autre de tout à l'heure, elle a 3 Go de RAM, celle-là en a 16. Alors, la machine noire qui est là-bas, à un moment, elle avait la cote parce qu'elle produisait beaucoup d'argent et aujourd'hui, elle n'en produit pas. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un mineur ne produit plus d'argent? C'est sa rentabilité immédiate, c'est-à-dire que sa puissance de calcul n'est plus suffisante par rapport à la concurrence. C'est-à-dire que au début, il n'y a pas grand monde qui mine. Donc forcément, un peu comme quand tu grattes la terre. Tu vois, tu viens avec ton râteau, ton voisin aussi, vous gratouillez vite fait, il y a de l'or à abondance par terre, tout le monde trouve une pépite. Mais à force de gratter comme ça au râteau, au bout d'un moment, il faut creuser un peu plus profond. D'accord, donc du coup, le prix du râteau devient C'est ça, le prix du râteau. trop cher par rapport à ce qu'on ramasse. Voilà, avec. tu passes de Leroy Merlin à Caterpillar, tu vois. Donc, Ouais. le prix du râteau devient plus cher, donc forcément, tu te retrouves avec du matériel beaucoup plus cher, donc tu mets beaucoup plus de temps avec des râteaux conventionnels, et donc il te faut d'autres matériels, et donc le fabricant de râteau, il va te proposer des trucs plus chers, et ainsi de suite, c'est la montée en puissance. Hein.
Et qu'est-ce qui fait que. Alors, voilà, je suis sur une monnaie, voilà, c'est plus rentable. Est-ce que je peux basculer sur une autre monnaie avec un mineur? Tant que tu restes dans l'algorithme et que on parle de l'ASIC. Hein. Si c'est une Ouais. carte graphique, bien sûr, tu peux la reprogrammer en faisant tourner un autre mineur. Une carte graphique, ça fait tous les types de cryptage? Quasiment, ouais. Ah oui, d'accord. Donc Ouais. c'est vraiment très souple. C'est bien parce que d'autant plus que ça, tu peux. Moi, j'ai jamais programmé bas niveau sur les cartes Ouais, GPU, mais moi, j'ai jamais joué à Fortnite. je donc, fais un peu de parallélisme il y a très très longtemps, mais Moi, j'ai fait des barres parallèles, droite, gauche, Ouais, un coup, c'est Et non, oui, alors disons que le GPU, l'avantage que ça a, c'est que quelqu'un qui veut se lancer dans le minage, au moins pour le plaisir de la curiosité, s'il a un PC un peu sophistiqué avec lequel il joue, il peut déjà se dire, bah, tiens, je vais tâter, ça ne me coûte rien en investissement. Ça me coûte que dalle en investissement. C'est vrai que dès qu'on commence à vouloir se dire, je veux faire de l'argent, je veux faire du développement, je veux faire des trucs, on commence à acheter ce genre de conneries. Là, c'est pas la même blague, c'est du gros, c'est du lourd, c'est de l'investissement quand même qui coûte très très cher. qu'est-ce que je veux dire? Je sais que tu me laisses négocier ce truc-là d'ailleurs. Ouais, je peux pas te le dire. Alors, j'ai une carte graphique, je veux miner, comment ça se passe? Je vais sur internet, chercher des tutos, comment ça se passe? Comme je te disais tout à l'heure, si tu as toujours plus de facilité à démarrer quand tu as quelqu'un qui te sert de tuteur, si tu connais personne et que tu es complètement. Ouais, ça reste quand même assez hermétique. Hein. Non, tu trouves beaucoup de choses, mais tu trouves beaucoup de merde aussi, c'est ça le problème. Tu as, comment ça s'appelle, différents tutos qui t'apprennent à aller chercher le logiciel qui va bien pour pouvoir faire tourner ta carte graphique. Je sais pas moi, il y a quoi en ce moment comme carte graphique? Une GTX 2080 Ti, un truc comme ça, ou des 5500 XT chez AMD, qui vont te permettre de lancer un logiciel. Comme on l'a vu tout à l'heure, tu as créé un porte-monnaie, tu vas sur une plateforme de minage, qu'on appelle généralement une pool, hein, c'est une coopérative en fait, où tout le monde va venir travailler. Ce n'est pas la pool et ce n'est pas la piscine non plus, mais ça y ressemble. Et donc tu fais tourner donc ton logiciel sur ton PC, ton Mac, ce que tu veux, et tu vas commencer à gratouiller dans la crypto-monnaie qui t'intéresse quelques pièces qui vont venir ensuite dans ton porte-monnaie. Est-ce que j'ai une question peut-être un peu bête, mais si je suis en train de miner sur une crypto-monnaie, est-ce que c'est la puissance que j'ai sur la machine, sur l'unité de calcul, est importante ou pas? Bah, plus tu as de râteau et plus tu ramasses. D'accord. Donc si tu as une grosse carte graphique et que tu compares par rapport à ton voisin qui en a une petite carte graphique, tu vois venir, bah forcément tu vas en ramasser beaucoup plus que ton voisin. Il est évident que si ton idée c'est de stocker un maximum et surtout d'être parmi les premiers, parce que évidemment dès qu'il y a un truc qui commence à intéresser du monde, tu as des gens qui vont venir se greffer à leur tour avec leur râteau, bah forcément si toi tu as commencé avec un gros râteau et puis que tu as avancé large, tu as ratissé avant les autres, donc tu as ramassé potentiellement plus que les autres. D'accord. Très bien. J'avais une autre question que j'ai oubliée. Ça fait 2. Ouais, je suis fatigué. Mais j'ai un peu Ça du fait boire. deux. En fait, j'ai pris une petite bière avant de commencer l'émission. Alors, il faut savoir, hein, vous lui dites tout de suite, c'est son anniversaire. Hein. Allez, 2 bitcoins. Allez, c'est ma tournée, vas-y. Riche. Ouais, c'est coupé en deux celle-là. Ah bon? Alors, donc on a vu rendement de consommation, ça, effectivement, une machine, ça consomme, donc il faut mesurer le pour et le contre. Je sais que la crypto-monnaie, c'est aussi pour les grands mineurs, c'est la recherche à l'énergie la moins coûteuse. C'est ça, pour ceux qui y Ce qu'on voient appelle une des activité, fermes. voilà, une activité industrielle, là on passe à autre chose que le petit bricolo, on s'amuse avec des clés bleues, rouges et vertes. Celui qui s'intéresse vraiment à la partie industrielle, ça représente des gros investissements en termes financiers, mais également des gros revenus. Donc c'est pour ça qu'on parlait de fiscalité un peu tout à l'heure. C'est que, bon, en France c'est très compliqué parce que l'énergie électrique est très coûteuse. Maintenant, imaginons que vous habitez à côté d'une centrale électrique et que vous avez accès à la centrale électrique. Il est évident que vous installez une ferme, c'est-à-dire un grand bâtiment avec plein de grosses machines. Comme ça, mais la version d'aujourd'hui, hein, pas celle-là parce que celle-là ne rapportera rien, mais la version d'aujourd'hui, vous pouvez faire énormément de crypto-monnaies, donc de bitcoin en l'occurrence, puisque c'est de ça qu'on parlait, et générer des gros revenus. Mais ça sous-entend, encore une fois, de pouvoir profiter d'une énergie pas très coûteuse. Alors pour terminer sur les mineurs, on va venir, on attaque la partie écologique. Alors des machines, est-ce que la durée de vie d'une machine, c'est combien de temps? La machine noire, elle a produit pendant combien de temps ça? Alors, c'est un peu toi qui vas décider si c'est rentable ou pas. D'accord. Il est évident c'est toi que. qui estime si les gains sont.
Faut savoir que de toute façon, les valeurs sont fluctuantes. Aujourd'hui, le Bitcoin, il vaut 7 500 € à peu près. On est le 27, 28, je ne sais plus combien. 27 septembre. 27 septembre 2019, on est à 7 500 € à peu près. En avril 2013, on était à 80 balles. T'imagines bien que si tu fais tourner ce genre d'outil pour gagner 80 balles tous les 2 mois, tu vas te dire, ça va pas. Si tu fais tourner ce genre d'outil avec un revenu à 7 500 € pour 2 mois, là tu vas te dire je le laisse brancher. Tu vois. Le problème, si tu veux, c'est que plus ça vaut cher et plus ça attire des gens qui viennent, comme je disais tout à l'heure, avec des gros râteaux. Donc toi, tu risques d'être avec ta petite moule là et puis de ne pas avancer grand-chose. Donc c'est toujours un rapport entre ce que Alors, ça tu rapporte bascules ou sur pas. d'autres crypto-monnaies, puis au bout d'un moment, c'est rentable nulle part. Donc ces machines, ça reste des cartes mères, des choses comme ça. Qui Ces finissent, machines, elles finissent ici et D'accord. elles sont là devant vous. Elles se présentent nues devant vos yeux afin de montrer leurs entrailles. Alors, la crypto-monnaie, est-ce que tu as une idée de ce que ça peut produire? Est-ce que ça peut bouffer en énergie aujourd'hui? Alors, c'est monstrueux, Hmm. mais c'est un peu comme tout ce qui est écologique. Les chiffres, ça ne veut rien dire si on ne les compare pas à quelque chose d'autre. Il faut savoir que l'argent conventionnel, c'est-à-dire les pièces, le papier, Les chèques, les chèques, la tout ça, paperasserie. ça sous-entend énormément de gens Les qui banques. travaillent, et puis les guichets. les guichets, les machins. Les distributeurs automatiques, le développement, la maintenance, l'alimentation électrique des distributeurs, bref, tout ça, ça coûte un fric. Les machines à boissons dans les Ouais. banques et tout ça. Bref. Voilà. Donc tout cet argent conventionnel, j'entends l'argent papier et l'argent en matériaux tangibles, pas l'argent électronique en carte bleue, tout ça, ça demande énormément de ressources. Mais on n'en parle pas. Parce qu'on est obligé. Mais du coup, la recherche à l'énergie pas chère, ça amène certainement des fermes à fonctionner sur le solaire, l'énergie géothermique ou encore l'éolien Centrale hydroélectrique, ou hydroélectrique. Ça, il y a des choses qui sont... énormément. Les C'est vrai Chinois sont friands, même au Kazakhstan, il me semble qu'il y a des trucs comme ça. Là. D'accord. Donc finalement, c'est peut-être pas une monnaie aussi sale, aussi polluante que... Non, c'est vrai, là, bon... Bon, c'est difficile. De toute façon, tout ce qui est écologique, c'est toujours difficile à Tout mesurer. ce qui est humain, je veux dire, quelque part, ça bouffe. Ça bouffe, c'est pas écolo un humain. On va conclure sur ce sujet de la Ah crypto-monnaie. bon, on se quitte déjà? Ouais, Ouais. on a beaucoup parlé. Et donc, qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie aujourd'hui? Est-ce que ça a un avenir? Est-ce que ça va être perin? Qu'est-ce qu'apporte la technologie de la Alors, crypto-monnaie ouais, aujourd'hui? d'une certaine manière, l'argent électronique, on l'utilise déjà. Dès que vous avez une carte bleue, dès que vous faites des virements vous-même, tout genre d'écriture électronique, de toute façon, quelque part, c'est un peu dans le même axe. Il est évident que quand vous regardez la Société Générale qui vous propose avec un SMS d'envoyer de l'argent à votre voisin, ça recommence à ressembler un peu quand même. On suit le mouvement de PayPal où dès que vous avez un email, vous avez une adresse physique pour toucher de l'argent. La crypto-monnaie en soi, ce qu'elle apporte, c'est toujours pareil, la transmission d'argent électronique, mais d'avoir surtout l'aspect décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas une banque derrière qui va faire sa sauce, qui va s'arranger ou arranger ses amis. Excusez-moi, je suis grossier, mais c'est ça. Et un système informatique, je ne parle pas de Libra, ça n'a rien à voir. Un système informatique qui, lui, va être honnête, parce que le code des logiciels de crypto-monnaie, ils sont open source. Tout le monde peut lire ce qu'il y a dedans. C'est ça, il y a Une transparence complète. totale. Je veux dire, il n'y a pas de salade avec du code caché ou quoi que ce soit. Mais comment c'est possible, ça? Je ne sais pas, il y a des gens qui téléphonent, mais En ils pleine sont mission, dingues. ils sont Oh là là. complètement dingues. Ils sont fous, ils sont fous. Oui, donc cette crypto-monnaie, du coup... Oui, donc oui, ça a de l'avenir. C'est là où on en était sur la question, parce que je sens qu'on fatigue tous les deux, entre Ouais. moi, ma nuit blanche, tu vois, ça se voit on a encore. fait la fête juste avant. Et puis toi, bref, on continuera tout à l'heure. L'avenir de la crypto-monnaie est assez évident, je veux dire, à partir du moment où on ouvre au plus grand nombre, c'est-à-dire à l'ensemble des gens, la possibilité de pouvoir faire des transferts de fonds très simplement, très rapidement, avec très peu de frais, il est évident que les gens vont sauter dessus. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est communication, tout ce qui est médias tend un peu à faire peur en disant la crypto-monnaie, Oui, l'argent mais ça, du c'est terrorisme, le ci, le là. toujours un peu Vous vrai. l'achetez un flingue à Ivry, vous prenez des euros, vous en trouverez, vous n'avez pas besoin de crypto-monnaie. Moi, j'y voyais même une autre application, notamment sur les monnaies locales.
C'est sympa, ça, oui, local il faut qui savoir. repose sur de la crypto-monnaie. C'est ça, parce qu'on n'en parle jamais, mais en France, ne serait-ce qu'en France, il y a une quarantaine de monnaies alternatives pour inciter les gens à consommer local. Le boucher, il va acheter chez le boulanger. Oui, parce que voilà. par exemple, on critique tout ce qui est GAFA aujourd'hui parce que ces grosses entreprises qui sont sympathiques, hein, ils offrent quand même, Amazon c'est quand même très pratique, ça fait travailler plein de gens, mais l'inconvénient, un des premiers inconvénients de ce type de structure, c'est que c'est des fuites de capitaux. C'est-à-dire que les euros qu'on met dans les achats de ces produits, eh ben, ils vont dans la société américaine. Et après, ça va dans les... Au Luxembourg. Ou au Luxembourg, peu importe. Et ça part réinvestir dans le pays. L'avantage de la ça. monnaie locale, c'est de pouvoir faire circuler de la monnaie. Comme disait dans les régions ou dans Sylvestre, le monde est mondial. Donc forcément, si vous consommez ici, mais que vous consommez chez un détaillant qui, lui, est fiscalisé dans un pays vachement plus souple, en fait, localement, vous appauvrissez votre environnement. Les crypto-monnaies peuvent être utilisées, comme l'argent alternatif dans les communes, peut être utilisé pour favoriser, on va dire, l'expansion locale. Et cette technologie de la blockchain, qui n'est pas utilisée que pour faire des livres comptables, ce qui est l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est sécurisée, que l'intégrité des données sont conservées et invulnérables. On peut très bien utiliser le même système applicatif pour tout ce qui est transport, fret. Oui, nourriture, par exemple, la traçabilité de nourriture, de marchandises de nourriture. Même la traçabilité des propriétaires de la voiture. Avoir un système de blockchain pour les cartes grises serait tout à fait envisageable et permettrait une transparence complète, y compris en y ajoutant le principe du contrôle technique. Là aujourd'hui, le contrôle technique, c'est un pauvre papier. Je ne vais pas être grossier, mais quelque part des papiers, c'est toujours des papiers. Avec un système de blockchain sur le numéro de série de la voiture ou son immatriculation, parce qu'en France, de toute façon, on a une immatriculation à vie pour la voiture, vous pouvez tracer la vie de la voiture de manière transparente. Il n'y a pas d'histoire de... très intéressante, en tout cas, tout ce qui concerne la traçabilité. Et surtout qui n'est pas très lourde. Je parle pour la voiture, pas les 180 gigas de notre ami le Bitcoin. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, toi, sur cette crypto-monnaie? Non, j'ai hâte qu'on aille fêter ton anniversaire. C'est vrai que... Voilà. Eh bien, nous, on va se retrouver le 5 et 6 octobre au Savoir-être Games. C'est dans 8 jours. On va couvrir un peu ce petit événement. Donc, je vous invite à aller sur savoiretregames.com pour avoir plus d'informations si vous voulez nous rejoindre là-bas. C'est ça. Donc, c'est à quel endroit? C'est à Chambéry. Chambéry. Chambéry, nous voici. Allez, salut. Au revoir. On a fait 50 minutes.